Les gendarmes français ne sont pas seulement considérés comme la cavalerie la plus lourde de l'Occident, la première armée permanente d'Europe et la force militaire qui a remporté la guerre de 100 ans, mais ils sont aussi l'une des raisons de l'essor de la guerre à l'arme blanche. Bien qu'ils aient parfois été les hommes les plus détestés dans leur propre pays, ils étaient sans doute la force de cavalerie la plus redoutée et la mieux organisée du Moyen Âge. Malgré tout cela, ils sont largement négligés par les historiens modernes comme par les historiens de YouTube. Dans les dernières décennies de la guerre de 100 ans, le royaume de France, alors dirigé par la maison de Valois, a connu de graves problèmes administratifs et stratégiques. Ceux-ci devaient être résolus rapidement et efficacement si les Français voulaient gagner cette guerre. Tout d'abord, l'Angleterre et ses alliés avaient pris le contrôle de vastes étendues du nord de la France. Au fur et à mesure que la guerre avançait, les Français se retrouvaient de plus en plus du côté des perdants. Deuxièmement, les monarques valoisiens éprouvaient des difficultés à contrôler leurs propres forces armées, en particulier les unités mercenaires qui ravageaient souvent la France dans des périodes d'anarchie militaire connues sous le nom d'escourgerie. L'historien Paul Solomon explique: livrés à leurs propres ressources, ces troupes imposaient dans toute la France un règne de terreur auquel la monarchie des Valois était, pendant des décennies, incapable de mettre fin. C'est la solution à ces problèmes qui a fait naître les gendarmes de façon désordonnée. Au cours d'une vaste réforme militaire menée par les monarques français dans les années 1430 et 40, de nombreuses unités de mercenaires ont été violemment dissoutes ou contraintes de rejoindre les services officiels du roi. Celles qui ne s'y sont pas ralliées ont été chassées sans pitié par les autres compagnies, qui agissaient désormais au nom du roi de France lui-même et étaient à la fois payées régulièrement et placées en garnison aux frais de la couronne française dans les villes frontalières du nord de la France. Ces contingents réformés sont connus sous le nom de compagnies d'ordonnance, du nom de l'ordonnance royale, un décret émis par le roi. Selon l'historien David Potter, les compagnies d'ordonnance ont ensuite été appelées collectivement gendarmes ou gendarmerie. Les compagnies d'ordonnance étaient des unités administratives plutôt que tactiques. Cela signifie qu'elles étaient en garnison ensemble, mais qu'elles ne combattaient pas comme une seule formation au combat. La plus petite entité structurelle était appelée lance, une unité administrative très courante dans les armées européennes du Moyen Âge et du début de l'époque moderne. La première lance ou compagnie d'ordonnance de 1445 n'était cependant pas vraiment composée de nombreux gendarmes. En fait, juste un seul membre de la lance était lourdement armé. Les autres hommes de la compagnie étaient un cavalier léger, 2 archers montés mais combattant à pied, un valet et un page. Cette composition pouvait changer, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. D'un point de vue tactique, l'idée originale de la compagnie d'ordonnance était de combiner les forces des chevaliers lourdement armés que, traditionnellement, la France apportait sur le champ de bataille et des archers qui étaient toujours considérés comme l'une des forces les plus efficaces. Ils devaient leur réputation en partie aux défaites françaises dans des batailles comme Crécy, Poitiers ou Agincourt, où les archers anglais et gallois avaient largement contribué à vaincre l'armée française. Mais contrairement à leur modèle, les archers des compagnies d'ordonnance étaient montés, ce qui les rendait tout aussi mobiles que les chevaliers. Outre ces nouveaux archers montés, la couronne française a également fait appel à des archers d'infanterie, les francs archers, qui ont été quelque peu modelés sur les archers anglais et gallois. Cependant, ils ne faisaient pas partie des compagnies d'ordonnance. En général, les hommes des compagnies étaient presque exclusivement des nobles, surtout au fil du temps, tandis que l'archer libre moyen
était probablement un roturier. De nombreux historiens affirment que les compagnies d'ordonnance ont prouvé leur efficacité dans les dernières phases de la guerre de Cent Ans. La France a d'abord reconquis la Normandie à la bataille de Formigny en 1450, puis s'est assurée de la Guyenne dans le sud-ouest de la France grâce à une victoire écrasante sur l'armée anglaise à Castillon en 1453. Cette bataille est parfois appelée la bataille de Crécy à l'envers, ce qui simplifie bien sûr les choses, mais n'est pas totalement faux car les Anglais ont effectivement avancé sur les positions françaises, tout en étant bombardés sans merci par les canons français. De plus en plus de soldats anglais arrivaient sur le champ de bataille pour subir le même sort. Finalement, la cavalerie lourde bretonne a chargé le flanc droit des Anglais et les a fait battre en retraite. Le rôle ou l'importance des gendarmes dans cette bataille est encore débattu. Certains affirment que la bataille était déjà gagnée lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, tandis que d'autres soutiennent qu'ils ont mené la charge victorieuse. Quoi qu'il en soit, les Français ont réussi à expulser les Anglais du continent européen et ont remporté de facto la guerre de Cent Ans dans les années 1450. Comme souvent en histoire militaire, ce ne sont peut-être pas les tactiques qui ont changé le cours de la guerre, mais plutôt les changements administratifs et la logistique. De même, les compagnies d'ordonnance n'étaient pas nécessairement utiles en raison de leur prouesse au champ de bataille, mais simplement parce que la France a finalement réussi à assurer la disponibilité permanente et la vétéranité de ses troupes en les plaçant en garnison le long de la frontière nord la plus menacée, ce qui permettait de réagir rapidement au mouvement de l'ennemi. Ce système de garnison a cependant aussi ses inconvénients. Il faisait des membres des compagnies d'ordonnance les hommes les plus détestés de France. Le garnissage au XVe siècle n'a rien à voir avec les systèmes de garnison modernes. La garnison de masse de troupes à la fin du Moyen Âge signifiait que les villes hautes devaient partager leurs biens, payer les dépenses des soldats et héberger les hommes en garnison, souvent dans des maisons privées. On comprend mieux à quel point cette réalité était rude si l'on garde à l'esprit que la garnison était souvent utilisée pour punir une ville, un seigneur local ou une population. Les documents administratifs montrent que, dans certains cas, les hommes en garnison sont déplacés tous les 3 mois d'une maison à l'autre afin de répartir équitablement la charge entre les habitants. Mais les nombreuses plaintes montrent que le logement des soldats est tout sauf agréable. En 1467, l'inventaire suivant était exagé pour une lance en garnison dans toute la France. Une pièce avec une cheminée, 3 lits et de la literie, 2 pots, 16 assiettes, des écuries pour 6 chevaux et de la place pour stocker 3 mois de provisions pour 6 hommes et chevaux. Nul doute que cela n'a pas mis fin aux interminables négociations et querelles entre civils et militaires. Ce système d'hébergement ouvrait également la porte à la corruption. Parmi les nombreux exemples, celui d'un certain commandant du nom de Charles de Culan se distingue. Il a escroqué le roi en maintenant sa compagnie en sous-effectif. Chaque fois qu'un fonctionnaire royal venait rassembler sa compagnie, il demandait simplement à des serviteurs de prendre la place des hommes manquants. Pendant tout ce temps, Charles empochait la paye des hommes manquants pour lui-même. Un autre exemple, tiré d'une ville du nord de la France, éclaire très bien la vie quotidienne des hommes garnisonnés. Là, à un moment donné, les quartiers étaient tellement bondés qu'un archer et un valet de la même lance étaient obligés de partager un lit. Selon l'historien Paul Solomon, cette situation était particulièrement malheureuse dans le cas du valet, car l'archer ramenait constamment à la maison des femmes de mauvaise réputation, laissant le valet sans endroit et certainement sans tranquillité pour dormir. L'acrimonie qui en résultait finit par entraîner la mort de l'archer lorsque, sur plainte du valet,
son commandant est venu éjecter la dernière prostituée et qu'une violente querelle s'ensuivait. Désormais, l'archer couchait avec des verres froids au lieu de femmes chaudes, et le valet avait enfin sa tranquillité. Bien que les compagnies d'ordonnance aient contribué au succès de la France dans des guerres de 100 ans, le pays n'était pas encore en paix. Dans les années 1470, Louis XI doit faire face aux comtes rebelles d'Armagnac dans le sud-ouest avant de pouvoir s'emparer d'une partie des terres des ducs de Bourgogne à l'est. Enfin, son successeur Charles VIII conquiert le Grand-Duché occidental de Bretagne en 1488. D'un point de vue militaire, la France était désormais hors d'atteinte dans son pays. Mais malgré la paix, la France conserve ses vastes et coûteuses forces, et cette décision est généralement considérée comme la véritable innovation de ses réformes militaires. En effet, de nombreux historiens ont qualifié la compagnie d'ordonnance de première armée permanente d'Europe. Pour ma part, je serai un peu plus prudent avec cette conclusion. Après tout, d'autres historiens citent les Romains de l'Antiquité, les Égyptiens de l'Antiquité et même l'Empire akkadien de Sargon le Grand, ce qui prouve l'existence d'armées permanentes bien plus anciennes, même si elles n'étaient pas nécessairement situées en Europe. Certains affirment que les forces du Fyrd, une formation anglo-saxonne, d'Alfred le Grand, étaient une armée permanente, mais là aussi la prudence est de mise car le Fyrd était encore basé sur un système de milices, ce qui n'est pas tout à fait inhabituel pour l'époque. D'autres historiens affirment qu'il n'y a pas eu d'armée professionnelle permanente en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Cependant, ce qui est indubitablement clair, c'est que les Français disposaient d'une force permanente et compétente à portée de main dès qu'ils en avaient besoin. Leur compagnie était contrôlée directement par le roi, de sorte qu'en théorie, elle n'était pas réglée par les relations féodales patron-client qui caractérisaient les armées du Moyen Âge. Cependant, la loyauté envers le roi était inconstante. En particulier pendant les guerres de religion françaises du XVIe siècle, de nombreuses compagnies préféraient suivre leur capitaine plutôt que leur roi. Quoi qu'il en soit, la France étant en paix après la guerre de 100 ans, les monarques français se sont rapidement tournés vers un nouvel adversaire, les Habsbourg. Ces derniers avaient réussi à gagner de nombreux territoires autour de la France grâce à une série de mariages réussis et à la diplomatie. D'une manière générale, les Français voulaient éviter toute frontière avec les Habsbourg. Mais comme ces derniers avaient pris le contrôle de l'Espagne au XVe siècle, ce n'était pas vraiment une option. Cette rivalité qui a éclaté pour la première fois en 1494, sous la forme d'une lutte dynastique pour le royaume de Naples, s'est transformée au fil du temps en une véritable guerre entre la France et les Habsbourg d'Espagne. Dans la série interminable des campagnes qui s'ensuivaient jusqu'au milieu du XVIe siècle, les compagnies d'ordonnance ont joué un rôle important. Entre les années 1490 et 1550, cependant, l'équipement, la composition et les tactiques des compagnies changent radicalement. À peu près à cette époque, elles sont plus fréquemment appelées gendarmes. Cela pourrait être dû ou du moins favorisé par, le fait qu'au XVIe siècle, une compagnie ne se composait que d'hommes, d'armes et d'archers, de sorte que tous les fantassins avaient fini par être exclus de la lance. Les archers, cependant, ont évolué pour devenir eux-mêmes des cavaliers de plus en plus lourdement armés. Ainsi, les archers étaient encore appelés archers alors qu'ils étaient en fait devenus des hommes d'armes légèrement moins blindés. En outre, l'armure lourde des gendarmes a même été épaissie au début du XVIe siècle pour faire face à la menace des armes à feu. Il en va de même pour leurs chevaux.
selon David Potter. Un homme d'armes avec son armure, y compris l'armure de cheval, pouvait facilement peser jusqu'à 150 kg. Seuls des chevaux particulièrement bien élevés et entraînés étaient capables de porter cette quantité d'armure, et l'homme qui la portait au combat. Dans ce sens littéral, l'étiquette « cavalerie la plus lourde de l'Ouest » semble appropriée. Finalement, en raison du poids de l'équipement, chaque homme d'armes devait avoir 2 ou 3 chevaux à disposition, tandis que chacun des archers avait 2 chevaux. Tout cela était très conservateur d'un point de vue tactique, car il s'agissait plutôt de la continuation des tactiques et de l'armement médiévaux. En outre, une lance était très coûteuse. Leur solde était, comme le mentionne David Potter, l'équivalent des revenus d'une petite baronnie. Le coût et la tactique sont les raisons pour lesquelles les gendarmes ont dû adapter leur méthode au XVIe siècle. À l'origine, il y avait 2 modes d'attaque utilisés par les gendarmes. La charge en haut, en masse, et l'avance en haie, en lignes successives, à grande vitesse visant à écraser l'adversaire parfois appelé la furie française. Attaquer de cette manière exige un sens très fort de la cohésion, car on doit être absolument sûr que tous les hommes derrière et à côté s'engagent pleinement dans la charge. Les gendarmes parvenaient à réaliser de telles charges grâce à un code d'honneur spécifique aux valeurs et aux normes de la noblesse. Comme presque tous les gendarmes étaient des nobles, ils partageaient ces valeurs et avaient un excellent esprit de corps. Néanmoins, l'historien Potter explique que cette fureur de la gendarmerie était une tactique qui a été attaquée plus tard dans le siècle et devait être remplacée par 1600. Elle était fondamentalement remise en cause par le développement du carré de pique et raidie par les arquebusiers dans le premier quart du XVIe siècle. Ce n'était pas seulement un problème pour l'homme, mais aussi pour le cheval, ce qui est illustré par le cri de l'infanterie espagnole « Une fois le cheval à terre, l'homme d'armes est fini ». Les gendarmes semblaient devenir poussiéreux, mais malgré toutes ces difficultés, ils sont restés en usage tout au long du XVIe siècle. Ce n'est pas parce que le Moyen-Âge avait pris fin que toutes les forces devaient se réformer pour être utilisées en guerre. La disponibilité permanente des gendarmes était une raison suffisante pour les amener sur le champ de bataille. Leur tactique conservatrice est cependant devenue la cible de critiques. L'écrivain contemporain Blaise de Montluc estimait que la cavalerie ne s'embarrasse pas de tuer, si ce n'est dans la poursuite de la victoire. Les historiens ont suivi cette opinion pendant un certain temps. L'argument standard pour le déclin des anciennes méthodes des gendarmes est qu'ils ne pouvaient pas suivre les changements sur le champ de bataille. Cependant, on pourrait également voir l'essor des tactiques de piquage et de tir comme un contre-mesure contre ces lourds chevaliers français, ou certainement comme une contre-mesure contre la cavalerie lourde en général. Un autre point de vue est fourni par l'historien James B. Wood, qui soutient que les gendarmes ont plutôt évolué vers d'autres types de cavalerie plutôt que d'être complètement dépassés et abandonnés. Dans l'ensemble, les nouveaux défis sur le champ de bataille signifiaient que, quoi qu'on ait pu dire sur la primauté de la gendarmerie dans la guerre, les gendarmes devaient inévitablement s'adapter à de nouvelles conditions à un moment donné. Les problèmes du système traditionnel n'ont jamais été aussi évidents que lors de la bataille de Dreux en 1562. Les Français ont gagné cette bataille, mais à un coût immense. Ils ont perdu 800 hommes de noble naissance dans leurs charges répétées. Cela a laissé un grand vide dans l'aristocratie française, car ces hommes étaient dans des positions élevées non seulement dans la sphère militaire, mais aussi dans la sphère politique et sociale.
Leur perte a frappé les institutions administratives, politiques et sociales de la France bien plus durement que leur charge n'avait frappé l'ennemi. Wood affirme que c'est la raison pour laquelle ils ont été utilisés de moins en moins fréquemment au XVIe siècle. Qu'il s'agisse de tactique, de noblesse, de coups ou d'efficacité sur le champ de bataille, une chose est claire. Au tournant du XVIIe siècle, les anciens gendarmes d'allure médiévale ont disparu, soit qu'ils aient évolué vers des hommes armés et blindés différemment, soit qu'ils soient devenus démodés et abandonnés en raison de leur inefficacité. Quelle que soit la réponse, ils n'avaient pas leur place dans la nouvelle ère qui avait commencé, celle de la guerre à coups de pique et de fusil.